Bonjour. La langue a-t-elle un rôle identitaire? Cette question s'est souvent posée pour tenter d'unifier les peuples. Plus tard, au XIXe siècle, la formule « une langue, un peuple, une nation » ne cesse de contribuer à la fois à la défense et l'appropriation de ces territoires, aidant ainsi à la création d'une conscience nationale. Nous avons le plaisir d'accueillir Francis Catalano, poète né à Montréal d'une mère franco-québécoise et d'un père italien. Francis Catalano est aussi romancier, nouvelliste, traducteur et rêviste. Il a publié 7 livres. Le plus récent s'intitule « Au cœur des esquisses » aux éditions de l'Hexagone en 2014. Un livre de prose, On achève parfois ses romans en Italie, aux éditions de l'Hexagone 2012, et 4 traductions, la plus récente « Bouche secrète » de Fabio Scotto, paru aux éditions du Norrois en 2016. Certains de ces livres ont été traduits en anglais, espagnol, italien et catalan. Il participe aussi à de nombreux festivals au Québec comme à l'étranger. Il est membre du comité de rédaction de la revue de poésie Exit depuis 2005. Francis Catalano est finaliste au prix littéraire du gouverneur général, catégorie poésie en 2010, lauréat du Grand Prix Québécois du Festival international de la poésie Trois-Rivières en 2010, lauréat du prix Jean Glasgow en 2006, finaliste du prix de poésie Terrasse Saint-Sulpice de la revue Estuaire en 2001 et finaliste du prix Félix-Antoine Savard. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Francis, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir et d'accueillir cette belle bibliothèque de livres que vous avez écrits, récipiendaire de plusieurs prix. C'est un honneur de vous accueillir chez Art et Lettres. Francis Catalano, mesdames et messieurs, vous êtes polyvalent. Vous avez écrit dans plusieurs genres littéraires, poète, romancier, nouvelliste, traducteur, rêviste. J'aimerais savoir, dans un premier temps, quelle part la poésie prend dans vos œuvres. Est-ce que ça a été la poésie au début? Oui, la poésie, c'est ce qui a été l'élément déclencheur chez moi dans l'écriture de fiction. C'est vraiment la poésie, oui, qui est la première chose, là, qui est à la base de tout, là. Qui était à la base. Et c'était quoi votre premier recueil? On va le retracer si possible. Oui, mon premier recueil s'intitule en fait Rome à mort. C'est un recueil que j'ai écrit quand même assez tardivement. En 99. Exactement. Paru en 99. J'avais donc 30... vers la fin de la trentaine, 37-38 ans, si je fais le calcul. Et, mais avant ça, j'ai quand même commencé tôt, à l'âge de 16-17 ans, à publier dans des, vous savez, des revues de collège. Oui. Et puis un peu plus tard... Pour se pratiquer. Hein, donc Exactement, pour se pratiquer, aussi pour se confronter, disons, avec d'autres écritures, d'autres poètes et tout. Et puis à cet âge-là, bon, on est jeune, hein, tout ça. Mais quand même assez tôt, dans une revue, disons, spécialisée, peut-être à l'âge de 18 ans, j'ai publié mes premiers poèmes dans la Nouvelle Barre du Jour, la NBJ. Ah oui, d'accord. Et vers 18 ans, 19 ans à peu près. Et puis, NBJ L'Écritoire aussi, vous avez publié à L'Écritoire? J'ai publié à L'Écritoire aussi. Exactement, qui était une revue de l'Université du Québec. Qui était une revue assez formelle, là. Oui. C'était des objets. Plus que une revue, c'était des objets qui parfois étaient suspendus à une corde ou des trucs comme ça. Et c'était dans le cadre d'un cours, d'un atelier d'écriture. Le but de ce cours-là, une session, c'était de produire une revue. Produire une revue, ou comment produire une revue avec les thématiques, avec une thématique spéciale. Exactement. Et j'ai aussi cofondé la revue Influx en 80. Avec deux amis poètes, qui a duré 5 ans, 80-85. D'accord, donc revuiste, on va dire que vous avez une vocation d'un concepteur de revue aussi, oui. Et une certaine expérience. Vous avez glissé vers le roman, Francis. On achève parfois ces romans en Italie. C'est un titre qui est très très significatif. Pensez-vous qu'on achève souvent ces romans en Italie? Ben, on devrait toujours les achever. C'est le mot parfois qui est le plus intriguant peut-être du titre. Ben, je pense que oui. Ben, en fait, moi, ce roman-là, qu'on appelle un roman, mais parce qu'il a le mot roman dans le titre, mais c'est pas, je crois pas que ce soit un roman au sens strict du terme, là, avec des personnages et une structure narrative là, qui vient nous dire que c'est un roman, mais il y a bel et bien le mot roman dans le titre.
En fait, c'est un texte plutôt qui a la forme d'un journal. C'est très chronologique et ça raconte mon premier voyage en Italie, en fait, qui était mon premier voyage en Europe, la première fois que je prenais l'avion. Et c'est une sorte de découverte de l'Italie, de mes racines aussi, de mes racines paternelles. Alors, tout le texte se déplie, disons, sous cet angle-là de venir raconter cette découverte de l'Italie à travers les yeux d'un étudiant, d'un boursier de l'Université de Rome. Puis, Et puis c'est une expérience romanesque où il y a eu un glissement non seulement vers la poésie, mais là vous avez pu voir, on a pu voir une différence de style, peut-être d'idéologie, une autre vision du monde à travers un autre genre littéraire aussi? Oui, tout à fait. Et c'est évident que l'approche poétique, la poésie filtre, perce. C'est toujours là? Oui, c'est toujours là. C'est une écriture. C'est pour ça que je dis que c'est un roman de poète, en fait. Hein? C'est un roman poétique, ça commence si on peut dire. Par la poésie. Francis, si vous le voulez bien, bon, moi ça me tient à cœur de parler de ces livres que vous avez écrit ou vous avez participé plus ou moins. Bon, il n'y a pas d'ordre, on va y aller par ce livre primé, Grand Prix québécois du Festival international de la poésie, Qu'une lueur des lieux. Mesdames et messieurs, voulez-vous nous donner une idée sur ce... On va appeler ça un recueil. Oui. Qu'une lueur des lieux. Oui. Bien, c'est un recueil qui est né à la suite de l'anthologie de poésie italienne que j'avais publiée, que vous avez à votre gauche, tout à fait à votre gauche. Vous voyez ici, le premier, justement. Exit. Oui, Voilà. dans Exit, nous avons préparé, et j'ai traduit en collaboration avec aussi des poètes italiens et aussi avec ma copine, on a fait une anthologie de poètes italiens contemporains. Et j'ai redécouvert, encore une fois, un poète italien, Andrea Zanzotto, qui peut-être n'est pas très connu ici, mais qui, pour moi, est un poète fabuleux, que j'aime beaucoup, à cause de la langue qu'il utilise. C'est une langue très... comment la définir? C'est très éclatée. Très originale. Original, oui, mais c'est presque dantesque, là. C'est comme il invente une nouvelle langue. Et disons qu'il m'a beaucoup inspiré dans ces poèmes-là, de Qu'une lueur des lieux, qui sont des poèmes des road poems, que j'appelle. Des poèmes comme road cinéma, là, c'est ça. Et c'est à partir de road trip, j'ai écrit des poèmes en mouvement. Donc, qui sont toujours en mouvance. Hein? C'est ça. Et c'est un livre qui fait partie, disons, d'une pentalogie aussi. Donc, c'est une suite de... C'est ça. Il y a 5 livres qui devraient... Bon, j'en suis arrivé au 3e. J'essaie de publier le Index est le premier, Qu'une lueur des lieux est le second. Et là vous parlez d'Index que voici, qui aborde quelle thématique, justement? Qui, lui, aborde la thématique toujours de la découverte, hein, parce que la poésie, c'est quelque chose d'exploratoire, chez moi en tout cas, et qui est la découverte de l'Amérique, disons, mais d'une Amérique géologique, d'une Amérique préhistorique, pour tranquillement déboucher sur une Amérique où il y a des hommes qui arrivent, hein, les premiers hommes, et tranquillement, après ça, les Blancs, les Européens, l'Occident. Donc, avec une certaine touche historique, on va rebondir sur ça, on va le faire après la pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité Francis Catalano. Francis, on enchaîne si vous le voulez bien. Le monde change dans ce panopticon qui lui permet de voir sans être vu. C'est un mot que j'entends pour la première fois. Ah bon? Moi, je l'ai découvert dans un poème de Ezra Pound. OK. D'ailleurs, j'ai été, pour une première fois, mais presque simultanément, dans un poème que je traduisais aussi de Valerio Magrelli, dans une traduction. C'était des terrasses panoptiques ou quelque chose comme ça. Donc, c'est le concept de voir sans être vu. Concept de voir sans être vu. Oui. Très bien. Qui est un concept qui est élaboré par un humaniste anglais, Bentham, au 18e siècle. Parfait. Donc, vous avez repris le concept et puis vous
vous êtes exprimé par ces poèmes. Hein, comme on dit ici, il y a une matière poétique de marchandisation, de commerce, de mondialisation, de sport, de tout ce qui, bout en ligne, prête au quotidien son excitante forme infléchie. Oui, c'est ça. C'est les technologies. En fait, on est vu sans que nous voyions. Sans que nous voyions, exactement. Être vu sans être vu. Est-ce que c'est votre dernier? Francis Catalano, 12 avril, mesdames et messieurs. Oui. 12 avril, il y a déjà chez les Écrits des Vosges, grande maison d'édition. Voulez-vous nous en parler? Oui, bien là, c'est tout autre chose. En fait, c'est des poèmes que j'ai écrits à l'hôpital, au chevet de mes parents, en deux périodes très différentes, parce que ma mère est décédée en 97, mon père en 2012, et j'ai réuni les deux suites de textes, une qui s'intitule Mater et une qui s'intitule Pater. Pater qui est l'objet, le porte-manteau, et Mater qui est comme dans le verbe atterrer, là, comme tu m'atterres, je suis atterré donc par ta mort. Donc ça fait un mot. C'est exactement. Mater. Avec le tu en moins. Bon, et ces deux recueils-là, ce sont des poèmes écrits au chevet de mes parents qui étaient mourants. Puis bon, qu'est-ce que peut faire un écrivain face à la mort qui lui échappe de cette façon? Il ne peut pas faire autrement que d'écrire. Alors, j'ai essayé d'être au plus près, d'écrire au plus près de cette sensation d'une perte d'être cher. Et c'est ce qui a donné naissance à ce recueil. Puis, d'écrire pour faire son deuil, il y a cette magnifique citation de Roland Barthes, « Le deuil ne s'use pas parce qu'il n'est pas continu ». Très vrai. Oui, oui. Ça, c'est extrait de son livre qui est magnifique d'ailleurs. Journal de deuil. Journal de deuil. Journal de deuil. Le deuil ne s'use pas parce qu'il n'est pas continu. Il faut dire qu'il y a une grande part de vérité au cœur des esquisses. Oui. Au cœur des esquisses, publiées en 2014. Chez qui? Chez l'Hexagone. Oui. Alors, au cœur des esquisses, est-ce qu'on peut parler d'un carnet de voyage ici? Oui, c'est un carnet de voyage. En fait, je me suis donné comme objectif d'écrire partout où j'étais ailleurs ou à peu près, quoique on est toujours un petit peu ailleurs. Oui. Mais si j'étais invité à un festival, par exemple, bon, je m'étais donné comme projet d'écrire sur l'endroit où j'étais. Donc, il y a des poèmes qui ont été écrits au Pérou. Oui, exactement. San Francisco, Pompéi. À San Francisco, parfois c'est des voyages. Ça peut être un voyage de plaisance, comme ça. Et partout où j'allais, je laissais comme une trace écrite de l'endroit où j'étais. Donc, on peut parler à ce moment-là de carnet de voyage. De voyage, mais un rapport aussi avec le souvenir. Donc, quand vous laissez des esquisses en peinture, mais par les mots. C'est toujours la question de l'inachèvement. On achève parfois ses romans. Oui. Pour moi, la question de l'achèvement ou de l'inachèvement, c'est très important. Donc, des esquisses, c'est quelque chose qui n'est pas terminé. Hein? Oui, c'est en peinture. C'est ça. Par exemple, parfois une esquisse peut être beaucoup plus parlante qu'un tableau qui a été terminé à partir de l'esquisse. Non? Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je pense à Tom Thomson, par exemple, où ses esquisses sont vraiment supérieures à ses tableaux finis. Oui. Et c'est une chose qui m'a inspiré, disons, Qui est inspirant avec ces questions, donc, pertinentes, la part de précision dans la spontanéité, l'apport de ce qui est lumière dans ce qu'on ne peut pas nommer. Donc, c'est un livre que j'ai lu, je dois vous le dire, sur les ondes. J'ai beaucoup apprécié. C'est sûr que vos autres, là, on va achever, si vous le voulez. On va continuer, Francis. On achève parfois ces romans en Italie, dont on a parlé au début. Alors là, c'est l'expérience romanesque. Un roman d'apprentissage? Oui, étant donné que c'est un premier roman, puis comme, à l'époque, des romans d'apprentissage où on faisait le grand tour d'Italie pour les artistes ou les écrivains qui devaient connaître, qui devaient, disons, agrandir leur culture. Oui. Non? Donc, en ce sens-là, l'éditeur a choisi d'appeler ça de cette façon. De cette façon, parce que le titre est toujours révélateur aussi. Ça peut attirer, parce que même l'éditeur joue parfois sur le titre pour pouvoir
attirer le lecteur. On achève parfois ces romans en mais ça, le titre, c'est bien moi qui l'ai choisi. OK, d'accord. Alors c'est bien vous. Francis, on continue. Gigi di Milano. Vous me corrigerez, hein? Je vous permettrai de me corriger. Schizzi. Schizzi, excusez. Schizzi. Ce qui veut dire? Qui veut dire esquisse de Milan. Esquisse de Milan. Oui. Une description de Milan, justement? Oui, en fait, ce livre a été publié chez un petit éditeur sicilien. De Messine, et c'est un extrait de Au cœur des esquisses. En fait, c'est la dernière partie d'Au cœur des esquisses, les esquisses de Milan. Et c'est cette partie qui a été retenue là, par... Qui a été retenue, mais là, on voit la partie droite en italien et la partie gauche écrite en français. Mais c'est toujours bien de diversifier aussi, même dans la forme, la façon de présenter son livre. Je trouve ça intéressant. La fatigua de... Las Estrellas, vous me pardonnez? Oui, est-ce que c'est en espagnol. C'est en espagnol. Alors là, c'est aussi, est-ce que c'est une traduction? Non, c'est en français. On a les deux, sauf que la traduction est... le texte français, l'original, est à la fin. Il a été placé complètement à la fin. Il n'est pas en regard vis-à-vis du texte. C'est un choix éditorial. Très bien. On va rebondir sur le livre. On va le faire après la pause. Restez avec nous, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Arts et Lettres, avec notre invité Francis, pour ne pas vous couper la parole. Je vais vous laisser continuer sur ce livre. Oui. Eh bien, la fatigue des étoiles, c'est extrait, ça aussi, de quel livre, dont, je crois, Au cœur des esquisses. Au cœur des esquisses, justement. Oui, c'est extrait des esquisses du Costa Rica. Et il y a un poème qui s'intitule La fatigue des étoiles. Et c'est le poème que j'ai retenu là, pour donner un titre global à ce choix de texte. La fatigue des étoiles, ici même, dans ce recueil. Publié au Pérou, à Lima. Publié au Pérou, à Lima? Oui, à Lima. Oui. À Lima, en quelle année? C'est assez récent. Je crois que c'est 2017. 2015? 2015, le temps passe vite. Oui, 2015, publié à Lima, au Pérou. Très intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a aussi des revues, aussi des anthologies. Il y a une question que j'aimerais vous poser, Francis, justement, ce que j'ai remarqué, votre rapport à la langue, cette richesse que vous savez utiliser, justement, dans vos écrits. On a la langue italienne, espagnole, le français, un peu de franglais, on va le dire comme ça. J'aimerais savoir pour vous quel rôle pourrait jouer justement la langue. Est-ce qu'elle a un rôle identitaire, à votre avis, sciemment? Forcément, oui. La langue a un rôle identitaire. En fait, je distingue la langue poétique ou la langue... Quoique ça se rejoint la langue que l'on parle tous les jours et puis la langue poétique. C'est vrai qu'il faut faire des nuances, mais la langue, par exemple, quand on est issu d'un pays, par exemple, qui parle l'arabe ou le français ou l'anglais, quand on est au Québec, le français, à quel point cette langue qui est le français peut-elle jouer un rôle, justement, pour renforcer notre identité même, je dirais. C'est qu'on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on m'a déjà posé la question une fois... à Venise lors d'une présentation comme ça. Et j'étais beaucoup plus jeune, mais mon idée n'a pas changé là-dessus. C'est que c'est presque inconscient. On parle français, on écrit en français, on ne se rend pas compte qu'on défend quelque chose. On défend une langue, on défend une culture. Mais on ne le fait pas consciemment parce que c'est notre langue naturelle, c'est notre langue maternelle. OK? Mais... c'est évident qu'on défend une culture, ce faisant. C'est une culture qu'on défend à travers la langue. À travers la langue, comme la poésie. Écrire de la poésie, c'est un geste presque révolutionnaire. Exactement. Le fait d'écrire, de prendre des mots et puis de fouiller l'intérieur des mots pour pouvoir montrer des choses et leur donner une autre signification. C'est un geste révolutionnaire. Oui. Comme le fait aussi de parler le français dans un endroit comme le Québec où
où on est le seul îlot francophone dans toute... Au milieu de beaucoup d'anglo-saxons, justement. C'est ça. Oui. Ça m'amène à la question de la traduction. Le rôle de la traduction dans vos œuvres. On va rappeler, vous avez écrit Bouche secrète, Fabio Scotto aussi? Oui, j'ai traduit. Vous avez traduit le livre Bocca Segreta de Fabio Scotto. Et Fabio Scotto. Assez récemment, ça fait 2 ans, je crois que c'est paru il y a 2 ans. Oui, et c'est très intéressant aussi, le volet de la traduction, pour pouvoir transmettre une culture. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était justement les seuls que vous avez traduits dans votre cheminement? J'ai traduit plusieurs, en fait, quelques-uns. Quelques-uns. Je dirais plusieurs, peut-être pas, mais des auteurs italiens, essentiellement. Valerio Magrelli, Fabio Scotto, De Zanzotto, l'anthologie dans Exit, j'ai traduit une bonne partie de... qu'on a ici, oui. Ça, d'auteurs italiens, ou dans des blogs, dans... Lyric Line aussi, j'ai traduit des poètes italiens. C'est ça. Antonio Porta aussi. Antonio Porta aussi. Antonio Porta, que vous avez participé à cette magnifique revue Exit. C'est ça. Je suis rédacteur. Vous êtes rédacteur, faut-il le rappeler? C'est ça. À droite, c'est une anthologie de poésie de la Sicile. Dans ce numéro, il date de la Catalogne. De la Catalogne, déjà. Déjà avec de magnifiques ouvertures, comme on peut le remarquer, mesdames et messieurs. Francis, j'aimerais bien quand on vous entend, vous savez, c'est beaucoup de livres, c'est tout à votre honneur. Si vous me permettez, je vais vous l'étendre. Vous pouvez choisir, il reste 2 minutes. Et j'aimerais que vous nous fassiez le plaisir qu'on puisse peut-être lire un extrait de votre choix, si vous le voulez bien, avec notre invité d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, Francis Catalano. En apnée, j'entre dans le langage des poissons à queue jaune et des poissons flûtes. M'engage sur la pente, en équilibre et transformé, en autre chose immunisé contre les méduses, placé sur cette crête effilée entre 2 versants à pic. Aussi loin que loin peut être loin, je pense à cela au-dessus de l'abysse, au fait que les poissons, dans leur milieu, ne sont pas exactement des poissons, pas plus que moi, immergé, je suis parfaitement amphibie handicapé, tant dans la main à des boissons exotiques. On va une provision d'images et de métaphores. Donc, est-ce qu'il y a des projets d'avenir, Francis? J'ai un recueil de nouvelles qui va paraître aux éditions Druide cet automne. Cet automne. Donc, un recueil de nouvelles. Donc, cet automne, on parle de... On parle de septembre pour la rentrée, la rentrée automnale. La rentrée 2020. Puis, avez-vous un site web juste au cas où J'ai pas de site web. D'accord. Une page média au cas où nos téléspectatrices et téléspectateurs aimeraient communiquer avec vous. C'est votre... sur Facebook. Facebook, donc vous êtes là, Francis Catalano. Et tous les livres sont... Tous les livres sont là. On peut trouver les livres sur Amazon ou contacter les éditeurs. Enfin, c'est facile avec Internet. Exactement, ils sont disponibles dans les librairies, bien sûr, du Québec. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. À la prochaine.